J'ai deux amours, mon pays et Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Et ben voilà, nous sommes ici aujourd'hui à Paris. Alors je suis en compagnie de Tadej Poliakoff. Alors, Bonjour. Bonjour Tadej, merci de nous accueillir dans le temple Pixie. Donc c'est la boutique rouge, la boutique Pixie à Paris donc. Alors Tadej, vous êtes le gérant de la boutique. Alors vous êtes aussi le fils d'Alexis Poliakoff et le frère de Philippe-Antoine Guénard. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du lieu où nous sommes pour commencer? Alors ici, c'est la deuxième boutique Pixie, puisque à l'origine, il y avait eu une boutique qui était rue de Seine. Ma sœur s'en occupait. Et en fait, c'est devenu une galerie d'art. D'ailleurs, ça s'appelle, elle est représentée, c'est la galerie Pixie ici maintenant. Et ici, donc, c'est la deuxième boutique qui a ouvert donc, en 1992. D'accord. Et c'est dans cette boutique qu'on avait créé un petit musée avec des dioramas de Pixie, de différentes licences, donc qui a ouvert. Et c'est devenu un peu la boutique où vont tous les collectionneurs, les fans de Pixie. Dans ce musée, il y avait même un petit atelier de fabrication, de restauration. Et il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, les collectionneurs venaient pour qu'on leur répare les figurines en direct. Waouh. C'était un des sculpteurs de Pixie qui venait une fois par semaine pour les réparations. Et ça ne se fait plus? Et ça ne se fait plus, non, malheureusement, parce que c'était un sculpteur qui était parisien. Et donc, voilà. Mais malheureusement, il ne travaille plus pour Pixie. La vérité de Pixie, c'est le moment où on prend un Pixie en main. C'est-à-dire on se rend compte que c'est un objet qu'il a une densité, qu'il a un poids, il a un charme qui opère sur vous. J'ai vu personne y échapper jusqu'à présent. Croyez-moi, j'en connais des coriaces. Donc quelque chose qui vous appelle mystérieusement. Et donc voilà, moi je me suis laissé appeler et aujourd'hui j'en ai quelques-uns qui m'entourent. Le collectionneur type de Pixie est comme tout collectionneur assez monomaniaque obsessionnel. Il cherche désespérément l'objet ultime qui va compléter sa collection, pour autant qu'une collection puisse jamais être complète. Donc il est dans un état d'insatisfaction, de recherche, de curiosité, aux aguets comme ça, de tout ce qui passe, qui pourrait le rapprocher de sa cible. Et ça en fait des gens très passionnés parce qu'ils ont, comme ils collectionnent les Pixie, ils ne collectionnent pas les Colt, les 45 Magnum, par exemple. Donc c'est des gens extrêmement pacifiques qui aussi ont gardé une part d'enfance en eux très, très vivace. Et donc cette pièce-là, en fait, où on se trouve, c'est un peu pour représenter la vie parisienne, les immeubles parisiens de l'époque avec des scènes intimistes de différentes natures. Il y avait eu, il y a très longtemps, des immeubles qui étaient en bois noir laqué, qui représentaient justement la vie parisienne, notamment pour les années 50. Mais donc là, on a voulu représenter toutes les scènes de la vie parisienne. Alors on peut avoir par exemple en face de nous donc la salle de classe. Ici. Voilà. Oui. Juste en dessous, on a le terrain de tennis en intérieur. Avec à chaque fois, on reviendra à la petite mascotte Roger Roger. Ici. Tout à fait. C'est vraiment un jeu. Hein. Ensuite, le trio de jazz. Oui. Là, au-dessus, on a une scène des années 50. Un tournage Tarzan. Voilà, c'est ça.
Moi, il y a une scène que j'aime particulièrement, c'est la scène de Noël. Je pense que je l'ai vue ici quelque part. Elle est là. Elle est magnifique. Ah, tout à fait, avec les cadeaux et tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu pour représenter voilà, la vie familiale. Et moi, je sais que durant mon enfance, on faisait toujours un très grand sapin de Noël avec des cadeaux et on était assez traditionnel là-dessus et c'était des moments extraordinaires. Bon, alors, on sait où nous sommes. Nous sommes à Paris, rue de l'Échaudé. Maintenant, Tadej Poliakoff, c'est quand même un nom que les collectionneurs de Pixie connaissent bien, affectionnent, adulent même pour certains. Alors, Alexis, votre papa, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la genèse de Pixie? Alors, déjà, il faudrait revenir très 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 loin, puisque c'était quand mon père était tout petit. Il avait commencé à sculpter en fait, il avait des petits soldats de plomb. Mais voilà, il ne pouvait pas forcément s'en acheter beaucoup, etc. Et son père, qui était artiste peintre, lui avait donné une... Enfin, c'était pas lui en fait, c'était plutôt, il allait dans les ateliers de sculpteurs, des sculpteurs très célèbres, et qui lui donnait de la pâte à modeler pendant qu'il discutait avec mon grand-père et ma grand-mère. Et certains sculpteurs donnaient de la pâte à modeler pour qu'ils puissent justement sculpter des petites choses, s'amuser, etc. Et mon père a développé très tôt, enfin, il a montré en tout cas un talent pour la sculpture. Et je sais qu'il avait, tout petit, il avait gagné un premier prix de pâte à modeler, de sculpture, etc. Et mon grand-père était peintre, était très fier justement de son fils. Voilà. Mais voilà, c'était un peu une vocation, mais qu'il n'a pas fait tout de suite, parce que quand mon père était jeune adulte, il avait commencé, enfin, il était passionné de cinéma. Et il avait beaucoup travaillé avec les réalisateurs de la Nouvelle Vague. D'accord. Donc, durant des années, il s'est passionné pour le cinéma. Et puis, dans les années 80, au final, il a... je sais pas, enfin, moi j'avais 5-6 ans. Et on était en vacances en Normandie, là où je vais toujours au même endroit depuis 46 ans maintenant. Et mon père, il avait commencé à sculpter les premiers Pixies. Alors, à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était. Enfin, je connaissais les figurines de son plomb, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait devenir. Et en fait, il avait fait les premières sculptures, il avait fait lui-même le moule avec des petites briques Lego. Il avait coulé de l'élastomère, qui était une sorte de pâte mélasse, qui après se figeait et se solidifiait. Bien sûr, la figurine qu'il avait sculptée était au centre, et ça a été les premiers moules de Pixie de manière complètement artisanale. Et on avait des plaques de cuisson, et on faisait fondre le plomb enfin, je pense que je ne connais pas la température de fusion du plomb, mais ça devait être du plomb. Et c'est là où il a tout seul, dans une petite cuisine, commencé à faire les premières figurines Pixie, les premiers moules qui les barbaient et qui peignaient. D'accord. Et suite à ça, il avait fait plusieurs figurines. Ça avait été notamment la boucherie et différentes scènes de vie, de magasins. Oui, je m'en souviens, les magasins. Oui. Et on avait après exposé ça dans un salon, et ça a eu du succès. Et après, tout a pris de l'ampleur. Est-ce que vous les avez ici, les magasins? Justement, je ne sais. Je pense qu'ils sont ici. Voilà, c'est ceux-là. Hein. La boucherie. Alors voilà. La boucherie, tout à fait. Vanille Malilé. Voilà. Celle-là, je m'en souviens. Alors là, en fait, voilà. Ce qui est intéressant justement avec Malilé, c'est que mon grand-père maternel il travaillait il était importateur de produits comment dire, J'ai fait des petits. tous les produits de pâtisserie, tout ça. Il vendait de la vanille, des gousses de vanille, du sucre vanillé, plein de décorations pour les gâteaux, tout ça, etc. Et en fait, cette boîte, c'est en hommage à mon grand-père qui a, en fait, les premiers promoteurs de Pixie, donc mon père, mon grand-père. Bon, l'histoire, en fait, c'est les contractions des prénoms.
mon grand-père s'appelait Pierre, mon père Alexis. Donc on prenait les deux premières lettres PI de Pierre et les deux dernières lettres voilà, qui ont formé Pixie. Voilà. Et en plus, Pixie, c'est aussi en anglais un lutin qu'on voit là. D'accord. Ah ben voilà. J'ai appris quelque chose encore. Sans doute l'avais-je lu, puisque forcément, ce fameux livre Tout Pixie, il est sur ma table de chevet. C'est un de mes livres favoris, mais voilà, on ne peut pas se rappeler de tout. Bien sûr. C'est gai, hein, d'encore redécouvrir des choses. Donc en fait, voilà, cette boîte-là a été faite en hommage à mon grand-père qui, les actuels, l'atelier de Lison en Normandie, c'était en fait, comment dire, un peu l'ancienne usine de la société Malillet. Donc finalement, voilà, l'histoire de Pixie pouvait même remonter encore à plus longtemps parce que c'était une histoire familiale encore plus ancienne. Et donc en fait, dans les premières boîtes, donc la boucherie, la boutique de vanille Malillet, la boulangerie, les Amis des livres et tout ça. Et c'est vrai qu'à cette époque, toutes les boîtes avaient un décor qui ont, par la suite, quand on a commencé à faire de la bande dessinée, on a un petit peu abandonné ce fond de boîte. Et à la demande aussi de certains collectionneurs, on recommence maintenant à remettre des fonds de boîte pour illustrer. Donc les premières boîtes, il n'y avait pas de... Avant, c'était des boîtes blanches et il n'y avait pas de certificat. C'est ça, pour la première, tout à fait. Et donc maintenant, dans les dernières, donc on est passé, je ne sais plus à quelle époque, mais c'était dans les années 90, on est passé sur les boîtes rouges. Et maintenant, à chaque fois, les figurines ont un certificat qui est assez caractéristique en fait de la boîte. C'est-à-dire que vraiment, on fait à chaque fois un certificat qui est complètement, qui a été créé spécialement pour la boîte et non pas pour la figurine et non pas un certificat type qui est réutilisé. Bon, on imagine que Alexis Poliakov n'a pas sculpté tous les plombs, tous les pixies qui sont ici à la boutique rouge. Quels sont ceux qui sont de sa main? Alors déjà la quasi-totalité des civils, donc les différentes époques en fait, hein, les années 20, les années 50, les scènes de cinéma, etc. Donc la quasi-totalité, donc en tout cas sont de sa main. Et les premières figurines de bande dessinée, notamment Tintin, les deux premières séries de Tintin, il a sculpté Babar et voilà, les premières séries de différentes licences dans les années 90. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, le Pixie prenant de l'ampleur, obtenant beaucoup plus de reconnaissance, il y avait de plus en plus de collectionneurs et de plus en plus de demandes, de licences différentes, ben, à un moment donné, mon père ne pouvait plus suivre. Et donc, Pixie donc, a fait appel à d'autres sculpteurs talentueux qui ont effectivement sculpté. Donc, par exemple, la troisième collection de Tintin, les Astérix, les Gaston, Lucky Luke et beaucoup d'autres licences. Black et Mortimer. Voilà, mais mon père a fait les premiers Black et Mortimer aussi. Ouais, c'est ça. Et après, il a fait, par la suite, bon, puisque il y avait, on va dire, toute une armée de sculpteurs par la suite. Après, il sculptait de ce qui lui faisait plaisir. Donc après, il a fait les Kachina, il a fait toute la série des Jules Verne, les premiers Roger. Ah ben voilà, j'en profite, puisque vous parlez de Roger, donc c'est ce fameux petit chien qui est un peu la mascotte de Pixie. Alors, est-ce qu'on peut le voir ici? Alors, je vais chercher, parce que forcément, il ne faut pas chercher très longtemps. On finit, voilà, ici, un petit Roger avec un petit chat noir. Ou même là. Voilà. Ouh, là, il était là, effectivement. Voilà. Donc, c'est vrai que Regardez Roger existe chat. depuis les débuts de Pixie, parce que ça a toujours été la mascotte. Et on pouvait le représenter quand il était nécessaire d'avoir un petit chien dans une scène. Et bien plus tard, mon père a beaucoup plus personnifié Roger en faisant un Roger en Père Noël et différents types de Roger. Il en a fait 5 ou 6 différents.
qui après a créé des émules et d'autres séries de Roger Roger. Mais c'est vrai que maintenant Roger Roger est vraiment un personnage à part, presque une licence à part. Pour elle, ça pourrait être une licence. C'est vraiment ça, oui. Et parce qu'il y a des collectionneurs de Roger Roger. De Roger Roger. On n'achète que les Roger Roger. Et on sait que Roger Roger a beaucoup de succès aux États-Unis, puisque on a les collectionneurs américains qui s'intéressent à la bande dessinée s'intéressent moins à la bande dessinée belge. C'est plus les Marvel ou les personnages Disney et tout ça. Mais malgré tout, Roger Roger, c'est un personnage qui leur parle. Et on a quand même pas mal de commandes qui viennent des États-Unis. Alors on va aller faire un petit tour dans la boutique, parce qu'ici on a vu Roger Roger dans cette petite scène des civils, je ne dis pas de bêtises, mais Roger Roger peut aussi se cacher dans des scènes sous licence, donc dans la bande dessinée. Alors évidemment, je ne sais pas où est la diligence, mais les collectionneurs savent qu'ils courent après. Alors, Thaddée, aidez-moi. Est-ce que la diligence du Lucky Luke, elle est là? Ben voilà, je l'avais sous mes yeux. Donc ici, on peut voir où est-ce qu'il est, le petit loulou. Le petit Roger Roger est là. Que pensez-vous de votre premier voyage en diligence, cher monsieur Tintai? C'est plutôt difficile de faire la mise au point sur une route aussi accidentée. Ah, il est là, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez rare et assez exceptionnel, justement, que sur des figurines sous licence, Pixie, il est là. Voilà, aussi. Sur la montagne des marsupilamis. On a réussi, grâce à nos très bonnes relations avec les licences et les auteurs, à pouvoir intégrer ce personnage dans certaines scènes de bande dessinée. C'est presque devenu un clin d'œil. Une signature. Une signature, voilà. Ici aussi, sur cette scène d'Astérix avec Falbala et le Guy. C'est un peu une signature, justement. On va aller faire un petit tour du côté de Tintin, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse. Parce que là, il y a une très très belle vitrine. Alors, de ce que je comprends, on a les Pixies première, deuxième, troisième série ici. Voilà. Et puis, il y en a d'autres là qui ont une autre particularité, c'est ceux que Pixie a sculptés, produits, alors, pour Moulinsart. Alors ça, ce sont des réalisations de Moulinsart, effectivement, puisque même si à un certain moment, en tout cas, Pixie n'a plus eu la licence Tintin, la boutique a pu continuer à vendre des figurines Tintin sous la marque Moulinsart, qui est devenue maintenant Tintin Imagination. C'est ça. Alors regardons un petit peu ici, parce que là on a, voilà, il y a parmi ces Pixies Tintin, donc première et deuxième série, ce sont ceux qui ont été sculptés par Alexis Poliakov. Donc là le jeu évidemment c'est de pouvoir les identifier, mais ils sont assez reconnaissables en fait. Donc on a les Dupont, voilà. On a le gardien Jules, le gardien de musée, on a Tintin la valise, et donc les Dupont, Mitsu Hirato. On parlait des boîtes illustrées, des premières boîtes illustrées derrière, on les reconnaît, Rastapopoulos bien sûr, au-dessus le caporal Diaz avec sa bombe. Donc effectivement, la première série, il y a une certaine échelle, et on a une échelle un tout petit peu plus importante sur la deuxième collection. Et si on compare, voilà, le Tintin et l'Indien dans la pirogue, avec l'autre pirogue avec Haddock et Zorino, je pense que c'est une série 2. On voit bien la différence d'échelle. Voire 3, je me demande si c'est même pas une série 3. Là, pourtant, je suis un amoureux de Pixie, je devrais le savoir, mais j'ai un doute. Mais comme quoi... Et puis après, il y a le jeu d'échecs, Tintin, et la vitrine des objets du mythe. Oui. En fait, ça a été... c'était mon frère qui avait eu cette idée remarquable de mettre dans une vitrine en fait, tous les objets qui faisaient penser à Tintin et qui représentaient justement le mythe de Tintin, avec la momie Rastar Kapak, le requin,
la bouteille de Lochlomone, l'hydravion, les cigares du pharaon, les boîtes de crabe, le sceptre, la bouteille de poison Rajaïja, le traité d'astronomie. Et c'était toutes les icônes du mythe de Tintin. Pixie, dans la bande dessinée, on a commencé par Tintin, puisque mon père est un véritable passionné de Tintin. Je sais qu'il avait rencontré Hergé. D'accord. Pourquoi? C'est important aussi de le dire, c'est que Hergé était collectionneur d'art et il avait des tableaux de mon grand-père. Et c'est par cet intermédiaire-là que mon père a pu rencontrer Hergé. Ah oui, ça c'est une anecdote intéressante. Comment est-ce qu'Alexis Poliakov a fait pour choisir justement les premières scènes qu'il a sculptées? Alors, bon, déjà, il connaît par cœur Tintin, toutes les bandes dessinées, et c'est par passion, en fait, il a choisi les personnages qui étaient le plus représentatifs, qui l'ont le plus marqué. Quand il prenait une bande dessinée, il y a des scènes mythiques de Tintin, et pour lui, c'était facile de trouver... en tant que passionné, il a sculpté en 3 dimensions les scènes qu'il considérait comme les plus emblématiques dans les bandes dessinées de Tintin et de son mythe. Et là aussi, il a été un peu précurseur, puisqu'on suivit d'autres manufactures, des artisans célèbres, comme le Blond de Lienne. Pixie a été le premier. Voilà, et maintenant, je précise, Faribault, dans la figurine de collection. Dans la figurine, oui. Alors, donc ça, c'est l'histoire de Tintin, mais l'aventure de Pixie ne s'arrête pas, évidemment, avec la fin de l'octroi de la licence. Elle a continué bien après, elle est encore très, très active de nos jours, et très riche aussi en propositions pour les collectionneurs. Donc on va retourner voir, là on est allé essayer de débusquer les petits Roger. Pixie, aujourd'hui, qu'est-ce que cette manufacture propose aux collectionneurs? Sur quelle licence vous travaillez? Déjà, justement, quand Pixie a cessé de fabriquer des Tintins, on a commencé à fabriquer donc des figurines sous licence de Astérix, Lucky Luke, Babar, les Schtroumpfs, Black et Mortimer, Snoopy, Disney, les Shadok, Corto Maltese, les pin-up, Lucky Luke, Bob et Bobette. Après, on a pu... certains films ont pu nous marquer, comme par exemple le film des Beatles, Yellow Submarine, où... donc en plus en fait de toutes ces licences, de toute manière j'en oublie certaines, ça c'est sûr, puisque on a également fait le Petit Spirou, Gaston Lagaffe évidemment, les Spirou et Fantasio, Marsupilami. Non, c'est vraiment un monde tellement... qui est sur Titeuf, mais c'est vrai que ça reste un monde qui est surtout focalisé sur la bande dessinée belge. Il y a eu quand même quelques incursions dans la bande dessinée française, peut-être avec moins de succès parce que les collectionneurs de l'époque n'étaient peut-être pas encore préparés pour, on va dire, certains auteurs peut-être un peu plus jeunes. Nous trouvons ici en face de l'atelier. Donc c'est le fameux atelier où les collectionneurs pouvaient faire restaurer leurs figurines à minute. Là, c'est ça, exactement. Alors, on a essayé de reconstituer, alors plutôt un atelier d'époque, même si, bien évidemment, l'atelier de Normandie n'est pas du tout comme ça. Mais on a essayé de reconstituer un peu un atelier de réparation.
des boutiques qu'on pouvait encore avoir dans les années 60, 70, qui ont malheureusement pour la plupart toutes disparu. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, il y avait un sculpteur qui venait pour faire les réparations pour les collectionneurs, une fois par semaine. Et c'est vrai que les collectionneurs étaient assez émerveillés parce qu'ils voyaient comment... Ils voyaient tous les... Enfin, pas les secrets de fabrication, mais en tout cas, ils voyaient le talent et les méthodes pour réparer un pixie, le choix de la couleur, la dilution, quand il fallait remettre une petite tige de métal pour consolider. Et donc, voilà. À l'époque, c'était de la... Enfin, c'est toujours de la peinture brillante, mais à l'époque, c'était des pots Humbrol qui étaient utilisés. Et là, on voit justement les petits pots. C'était des petits pots de maquette. C'était de la peinture brillante. On les voit là derrière, ouais. Et après, on avait mis justement, pour la décoration, des pigments de peinture et tout ça. Mais beaucoup de ces instruments, mon père, les pinces, les limes et tout ça, c'est des instruments qui ont été utilisés par les sculpteurs et aussi par mon père, justement, pour la fabrication des pixies. De pouvoir, justement, déformer un bras, etc., créer des volumes et tout ça. Et il y a toute cette série de pinces différentes qui chacune a un usage très particulier. Et derrière, on a toutes les limes différentes, avec un grain différent, les pinceaux, les différentes tailles de pinceaux. Mais oui. Donc ici, ça c'est la partie magasin, donc, où vous proposez, voilà, à l'achat, toutes les pièces qui sont ici sont à vendre. Voilà, toutes les pièces ici, parce que les pièces qui ne sont pas à vendre Elles vont sont dans le musée. Voilà, elles sont au-dessus. Et on a aussi, donc on a bien sûr toutes les nouveautés, mais il nous arrive aussi d'avoir des anciennes références que les collectionneurs peuvent nous apporter en dépôt, etc. Donc on peut retrouver aussi des petites merveilles qui sont épuisées depuis longtemps Voilà. et qui reviennent. Et on peut vous contacter, vous dire tiens, je recherche telle ou telle pièce. Voilà, il y aura un suivi. On a toujours, on a toujours eu un contact privilégié avec les collectionneurs. Et à un moment donné, les collectionneurs peuvent avoir un manque de place. Et après, ils doivent faire des choix. Et c'est ce qui les amène de temps en temps à se séparer de certaines figurines ou certaines séries. Alors, le magasin a beaucoup bougé ces derniers mois. Quelle est la suite que peuvent attendre les collectionneurs en 2025? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Déjà, la création, enfin, la sortie d'un tout nouveau site internet qui sera axé surtout sur l'histoire de Pixie, sur des documents inédits, des créations, des mises en scène, des photos de rencontres avec certains dessinateurs, parce qu'on a eu l'occasion de connaître très bien tous les dessinateurs de l'époque. Alors, pas Hergé, mais en tout cas Uderzo, Franquin, enfin, les noms ne viennent pas, mais tous, on les a tous rencontrés. Et donc, en tout cas, un site internet. On a toujours le club qui va être étoffé. Comment est-ce que ça va fonctionner, le club? Le club fonctionne bien. Mais comment est-ce qu'il va fonctionner s'il va être étoffé? Pour un collectionneur qui dit, c'est quoi le club? Alors, le club, en fait, ça leur permet en fait d'avoir des informations en exclusivité. Ça leur permet de pouvoir acheter une figurine qui n'est disponible que pour les membres du club. Oui, ici, cette année, c'était ici. Hein. Voilà, la figurine du club. Ça, on la montre. À la niche. Voilà. Auparavant, c'était Black et Mortimer, la scène de l'androïde. Et la première figurine du club, c'était le Schtroumpf et les abeilles. Qu'on a vu
au-dessus dans le musée. Oui. Mais non, en fait, on suit beaucoup, la boutique suit beaucoup, en tout cas, l'actualité Mhm. de la société Pixie Plastoy, notamment la réalisation par Pixie de la tapisserie de Bayeux, Mhm. donc qui est actuellement visible au musée de la tapisserie, et d'autres projets que Pixie est en cours de réalisation. Mais du coup, je reviens sur la carte, la carte de membre du club. Donc, c'est cette figurine-là et c'est 10% hein, sur les nouveautés. C'est ça, C'est ça. Hors exclusivité voilà, et hors dépôt-vente. qui est hors dépôt vente. Ben ça, ben j'ai bien retenu. Impeccable. Alors, pour nos abonnés, on a l'habitude de leur proposer un petit cadeau, un petit goodies, enfin, une exclusivité, parce que voilà, comme on est de passage à Paris, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous pourriez leur offrir? Oui, je peux leur proposer, pour les fans de Tintin, une figurine Tintin. Alors, j'ai pas de porte-clés sous la main. Ben, ça ira très bien. Allez, voilà, celle-là, elle vient en direct, ce n'est pas un Pixie, mais ce sera offert avec le cœur par Tadej Poliakov, donc c'est quand même pas rien, vraiment. Alors, pour avoir une chance de la gagner, il faudra répondre à cette question, ben, quelle est la série dont Alexis Poliakov est le sculpteur, la série qu'il a sculptée pratiquement intégralement. Voilà, Tadej nous en a parlé tout à l'heure, si vous vous en souvenez, sinon allez voir un petit peu plus en avant dans la vidéo. Et alors ça, on va le mettre de côté. Je pourrais même proposer une deuxième figurine, éventuellement. Et en plus, ça c'est top. Hein, si en plus vous aimez Astérix et Obélix, on a en plus une deuxième figurine. Allez, une Extra. deuxième question, mais alors par vous. Est-ce que vous avez une petite question? Allez, posez-leur une colle. Eh bien, je pourrais leur demander quelle est la première licence de BD. Il y a quelqu'un qui a la réponse là. Voilà, prise et fabriquée par Pixie. Ah ben voilà. On ne va pas chercher très loin à mon avis. Génial. Eh ben, Tadej, un tout grand merci. Donc, il y a régulièrement des soirées collectionneurs qui sont organisées ici à la Boutique Rouge. Il faut suivre votre actualité sur le site internet, mais sur les réseaux sociaux également. Donc, on peut vous rencontrer. On peut rencontrer Sylvie aussi, hein, voilà, qui nous accueille dans le magasin. Ben, Il y a 4 soirées collectionneurs par an. 4 soirées collectionneurs par an. OK. Et peut-être alors une visite un jour en 2025 des ateliers de Normandie. Alors, ça sera réservé aux membres du club. Ah, donc il faut être membre. Voilà. Voilà. Devenez vite membre. Alors, mais ça pourrait se faire en 2025. Allez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Un tout grand merci et à bientôt. C'est le pays qui m'a donné le jour. J'ai vu les champs de l'Helvétie et ses chalets et ses glaciers. J'ai vu le beau ciel d'Italie et Venise et ses gondoliers. En saluant chaque patrie, je me disais